وقت فروت جا وقت فروت وقت فروت جا وقت فروت جا وقت فروت. عصير مراكش جاب ليكم الجديد. فروت عصير بالفواكه غني فيتامين سي، يعطيكم النشاط اللي تحتاجوه كبار وصغار كل نهار. جا وقت فروت، جا وقت النشاط. جا وقت فروت جا وقت فروت. ونزيدكم الحجم العائلي ب6 دراهم فقط. Bonjour, Ecopoétis. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Youssef Amin Alami, qui est à la fois professeur d'université, écrivain, homme des médias, et nous allons l'interroger sur les différentes facettes de sa vie. Youssef Amin Alami, bonjour, je suis très heureux de vous recevoir, pour plusieurs raisons. Vous êtes à la fois un homme qui a plusieurs talents. Vous êtes écrivain, vous êtes professeur d'université, vous connaissez très bien la littérature anglaise, vous avez vécu aux États-Unis, vous parlez parfaitement plusieurs langues. Et pour démarrer cette émission, j'aimerais que vous me parliez de votre jeunesse à Rabat, de vos études au lycée Descartes. Donc on revienne 40 ans en arrière, sur ces années-là. Alors déjà, merci pour cette invitation qui me permet évidemment de communiquer, de partager probablement un parcours, une expérience de vie. Alors revenir 40 ans avant, moi je voudrais revenir, j'allais dire 60 ans avant probablement, ou 50 et quelques années avant. Parce que je suis arrivé à Rabat à l'âge de 6 ans. Mais il y a eu une vie avant cette vie à Rabat, et qui, à mon avis, a été très très importante et qui a énormément contribué à finalement ce que je suis devenu. Alors, on a eu une vie, j'allais dire, un peu nomade avant de se sédentariser à Rabat. Et pour une raison très simple, c'est que c'était lié à l'activité de mon père, à sa profession. Donc lui-même était très jeune et démarrait un petit peu sa carrière. Et vous savez, au début, on vous envoie dans des petites villes en général. Donc on l'avait envoyé à l'arrache. Mais quand je dis l'arrache, je parle de l'arrache fin des années 50 déjà. Et début 60, moi je suis né en 61. Et donc, je vais naître à l'arrache, à une époque où l'arrache comptait une présence espagnole très importante encore. Il paraît que les premiers mots que j'ai prononcés sont des mots espagnols, d'ailleurs. Ça, c'est ma mère qui me l'a dit, parce que nous étions entourés de... Voilà, la sage-femme, d'ailleurs, qui a aidé ma mère à accoucher de mon frère et de moi-même, était espagnol. Donc ça, c'était le tout début. Ensuite, il y a eu un passage par la ville de Meknès, toujours en lien avec les responsabilités de mon père. Ça, c'est mes premiers souvenirs, parce que l'arrache, je ne m'en souviens pas, mais en revanche, j'ai quelques souvenirs de Meknès. Ensuite, mon père va être muté à Bni Mellal. Alors, Bni Mellal, je vais dire, un moment très important. Nous sommes restés une année seulement. Mais ce qui est important, la raison pour laquelle je reviens un petit peu sur cette petite enfance, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir rester en fait à la maison et de ne pas aller à l'école. Donc je ne suis pas allé à l'école, ce qui veut dire que j'étais avec ma mère, qui est une femme au foyer. Donc pour occuper mon temps, évidemment, j'ai inventé toutes sortes de choses. Je me souviens qu'avec des ustensiles de cuisine, avec des couverts, etc.,
je leur donnais des noms, j'en faisais des personnages, je le faisais interagir. Donc j'avais déjà créé mon petit théâtre, en quelque sorte. Ça, je vais le comprendre bien après. Et puis il y a eu des événements qui peuvent paraître un petit peu anodins, mais qui étaient déterminants aussi. Ça va être une chute dans la piscine, à la maison, mais dans une piscine vide. Et ça, c'est important. Je tiens à préciser que la piscine était vide et je tombe à reculons. C'est-à-dire, je ne vois pas, j'ai 5 ans, et je vais tomber à reculons dans une piscine vide. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Absolument. Donc, saut périlleux arrière, je tombe sur mon visage, je me relève, je saigne un peu du nez, ce qui est normal, mais rien de... En revanche, pour moi, ça a été quelque chose de, j'allais dire, presque de fondamental, dans le sens où j'y ai réfléchi par la suite, et je me suis rendu compte que j'ai développé, avec cette chute, la peur du vide. Mais le vide dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire le rien, c'est-à-dire le peu, c'est-à-dire l'inconnu, c'est-à-dire le vertige, etc. Et donc cette obsession de vouloir toujours remplir, y compris remplir des pages, justement. Et y compris se remplir intellectuellement. Vous lisez beaucoup aussi. Énormément, Voilà. énormément. Donc remplir le vide, remplir... voilà. Moi, je n'ai jamais connu l'ennui, par exemple. Alors, j'entends parler de l'ennui, je m'ennuie, l'ennui. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais su ce qu'était l'ennui. Et donc c'est ça. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, même l'écriture est liée, finalement, à cette expérience de l'enfance, cette expérience traumatique, qui a fait que j'ai développé une forme de résilience qui va évidemment apparaître bien après, plusieurs années plus tard, et qui fait que je suis toujours en train d'essayer finalement de remplir, de remplir l'écran de mon ordinateur, de remplir des pages, j'allais dire à ras-bord, de sorte à ce que finalement cette écriture puisse me porter et que je puisse reprendre pied finalement. Donc tout est lié à ce genre de choses. Évidemment, il y a d'autres... L'écriture, c'est une thérapie. Complètement. Voilà. C'est-à-dire que au lieu d'aller s'allonger sur le divan d'un psychanalyste pendant 15 ans ou 20 ans... Ce que je n'ai jamais fait. Voilà. Et vous avez préféré écrire. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui sont disposées à ouvrir le bocal pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est celles qui vont chez le psychanalyste. Et celles qui ne sont pas disposées à l'ouvrir et qui choisissent d'autres manières d'aller vers l'équilibre, Exactement. vers un bonheur. Et vous, c'est l'écriture. C'est une question d'équilibre, absolument. Et alors en plus, c'est un luxe parce que non seulement on réussit à trouver son propre équilibre, mais on a aussi la chance de pouvoir partager un certain nombre de choses et aider d'autres personnes à trouver leur équilibre aussi, à comprendre un certain nombre de choses, à vivre des émotions. C'est la force de l'écrivain. L'écrivain, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, parce qu'il partage avec les autres. C'est sûr. Quand on écrit, on se livre, et en même temps, on partage avec les autres, on leur permet d'avancer, on leur permet de profiter de ses propres expériences. Et donc, on partage avec eux son bonheur. C'est un écrivain. Oui. Et personnellement, j'ai toujours eu énormément de plaisir à écrire, parce que là aussi, on a deux profils d'écrivains. Il y a les écrivains qui se plaignent toujours d'écrire dans la douleur. Et moi, même lorsque je traite de sujets qui sont quand même des sujets graves, entre guillemets, lorsque je traite de la guerre, la question des réfugiés de guerre, des clandestins, mais du terrorisme aussi, j'y ai consacré un roman. Mais moi, je fais toujours ça dans le plaisir, en fait. Et d'ailleurs, si je n'avais pas de plaisir, je pense que... Vous n'êtes pas un écrivain torturé. Absolument pas. Mais aussi, de par votre nature, moi qui vous connais un peu, vous avez une fréquence basse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un excité. Du tout. Voilà. Du tout. Vous êtes quelqu'un
qui a une fréquence basse, qui réfléchit, quelqu'un qui écoute. Vous n'êtes pas dans la confrontation. Non. Vous êtes plus dans l'acceptation, dans l'écoute, etc. Donc, je pense que les écrivains qui sont plus exaltés, Ouais. je pense que eux, je comprends que de temps en temps qu'ils aient des difficultés d'écrire. Mhm. Quand on a une fréquence haute, je comprends. Et donc, si on continue le cheminement que vous avez commencé, Voilà. Donc, à l'âge de 6 ans, mon père est donc nommé ici, à Rabat, et on va rester à Rabat. Donc, à 6 ans, j'intègre l'école. Et j'intègre l'école française, alors que je ne parle pas encore français. Parce que ma mère est arabisante à 100%. Mon père faisait partie de cette génération de parfaits bilingues que le Maroc produisait à une certaine époque. C'est plus le cas. Mais ma mère est arabisante. Donc, en fait, je parlais ma langue maternelle, à savoir Darija. Je ne connaissais même pas l'arabe classique non plus, parce que je n'avais pas été à l'école. Donc je rentre en cours préparatoire, ni maternelle, ni petite section, ni grande section, ni quoi que ce soit, avec évidemment l'école française de l'époque, je parle de 1967, où tous les enseignants étaient français. Donc la maîtresse était française, beaucoup de mes camarades de classe étaient français. vous étiez à quelle école? Saint-Exupéry, D'accord. qui était une école primaire. Ouais. Donc j'ai fait mon cours préparatoire à Saint-Exupéry. Ensuite, à partir du CE1, j'ai été à Paul Cézanne, D'accord. jusqu'au CM2. Alors, j'ai le souvenir de cette maîtresse qui parle une langue étrangère. Donc je ne la comprenais pas. Et évidemment, il n'y a pas de sous-titres. Hein. Ce n'est pas comme dans un film où on peut avoir le sous-titrage. Donc, et j'ai dû véritablement m'accrocher. Mais apparemment, je me suis bien accroché parce qu'à la fin de l'année, j'avais énormément progressé. Et en CE1, j'étais deuxième de la classe. Super. Donc ça allait très vite. Et vous parliez à la maison avec votre frère aîné et votre père en français? Alors, un petit peu. Un petit peu. Et puis de plus en plus, bien sûr. De plus en plus. Mais en tout cas, je me suis vraiment rattrapé. Et j'ai envie de dire que ça a été une chance pour moi, justement, d'avoir pu nourrir mon imaginaire à la maison. Quand je dis à la maison, nous avions un grand jardin avec une piscine, d'ailleurs. Voilà, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Des arbres fruitiers, etc. C'était même quelques animaux. Ce qui a fait que ça a vraiment nourri mon imaginaire. Et je n'ai pas été formaté à un âge très jeune, ce qui fait que j'ai pu garder une certaine liberté, une certaine créativité. Et je pense que ma créativité s'est développée à cet âge-là, qui est un âge fondamental. Et j'ai cherché à la garder, évidemment, à la préserver par la suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie génétique aussi? Parce que votre père était poète, écrivain, musicien. Est-ce que vous pensez que dans cet art d'écriture, ou quand on est, parce que pour moi écrire c'est un art, comme la peinture ou la sculpture, c'est un art. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part d'acquis, mais aussi d'inné? Vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on hérite? Vous avez hérité des choses de votre père, dans sa génétique, qui a fait que vous êtes devenu écrivain, etc. Alors, on ne peut pas non plus écarter cette possibilité, hein, mais le fait est que nous sommes 3 frères et que je suis le seul à avoir hérité de cela. Donc si c'est purement génétique... Non mais bon, la génétique, elle n'est pas répartie de la même manière, vous savez très bien. Absolument. Et on peut avoir 3 enfants, on peut être 3 et même être différents, même physiquement. Absolument. Être le seul à ressembler à ses parents. Bien sûr. Et puis il y a aussi autre chose vous concernant, si je puis me permettre, c'est que vous êtes second sur une fratrie de 3. Oui. Et le Benjamin, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les psychiatres, les psychanalystes, bien sûr. C'est celui qui a la position la plus difficile. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas l'aîné, vous n'êtes pas l'enfant roi. Non. Et vous n'êtes pas le Benjamin, vous n'êtes pas le chouchou. Qui est gâté, etc. Voilà. Ouais. Vous êtes le cadet. Mhm. Donc vous avez la position la plus difficile et vous devez créer votre place. Alors créer sa place, ça peut être par le talent oratoire,
Ça peut être par les études, ça peut être par l'écriture, ça peut être... Mais c'est montrer sa différence. Et souvent, c'est celui qui est deuxième, ou alors il est génial, il devient quelqu'un de génial, comme vous, ou alors il devient quelqu'un de timoré, d'écrasé, de détruit, etc., parce qu'il n'a jamais pu trouver sa place entre le premier et le troisième. Et souvent, les leaders, c'est les cadets. Souvent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont dû faire l'effort plus que les autres d'asseoir. Ils ont dû asseoir leur place avec difficulté. Vous êtes cadet. Et je pense que ça joue aussi dans votre parcours certainement, personnel. très certainement. C'est-à-dire il faut s'affirmer Voilà. et affirmer sa différence, finalement, et d'une certaine façon, trouver sa place. Donc, oui, c'est sûr que je dirais que le fait que mon père lui-même, effectivement, a écrit de son vivant, même si pour lui c'était, on va dire, un hobby, entre guillemets. Il n'avait pas le temps. Alors il n'avait pas le temps, il n'avait pas la possibilité non plus à cette bien sûr. époque-là de pouvoir S'exprimer. s'exprimer et puis présenter ses livres comme je le fais moi. Ça aurait été difficile. Et il a finalement publié un roman, mais il en avait plusieurs, en manuscrit, que j'ai lu d'ailleurs. Et il avait comme projet de les publier À la retraite. à la retraite. Évidemment, il est parti à 59 ans, donc bien avant. Et voilà. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui a fait que j'ai voulu prendre la relève d'une certaine façon. C'est-à-dire, et quand je dis la relève, ça ne veut pas dire... je précise tout de même que c'est écrire pour deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'écris pas uniquement pour moi, j'ai l'impression qu'on est deux à écrire, en fait. Vous et votre père. Absolument. Et d'ailleurs, je sens, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais lorsque je suis en position d'écriture devant mon bureau, je ressens toujours cette présence C'est formidable. derrière mon dos. En fait, c'est une présence très apaisante d'ailleurs, Bienveillante. bienveillante, qui me rassure, qui me conforte. Et je sens que mon père regarde par-dessus mon épaule, en fait. Il regarde ce que j'écris. Cette relation, c'est formidable parce que, bon, déjà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une relation de qualité avec son père. Oui, Et encore moins après son départ. C'est-à-dire quand vous dites votre père est mort jeune, à 59 ans, comme le mien, à 60, et vous sentez encore, toutes ces années après, sa sa présence. Absolument. C'est formidable. Ah oui, oui. C'est extraordinaire. oui. Ben, j'en ai fait un livre Ouais, c'est que formidable. j'ai intitulé « Même pas mort Ouais, c'est super. ». Que j'ai consacré d'ailleurs C'est formidable. à mon père et à ma relation avec mon père. Et puis ça a forcément débordé sur la problématique de l'écriture, de la création de façon générale, parce que tout est lié finalement. Et puis mon père, vous l'avez d'ailleurs mentionné, il avait cette fibre un petit peu artistique Bien qui sûr. faisait qu'il jouait d'un instrument, il était luthiste. Ouais. Et en même temps, lui, il est de Marrakech, il est né à Marrakech, a grandi à Marrakech, et il a fondé la troupe de théâtre amateur, dont il était à la fois un acteur et le metteur en scène. Et j'ai des photos de mon père qui interprète un personnage shakespearien, Formidable. etc. J'ai intégré d'ailleurs ces choses-là dans le livre, Formidable. même pas mort. Alors c'est toutes ces choses-là en fait qui me reviennent. Et parce que de cette fratrie, je suis le seul à avoir ce profil, on va dire littéraire, artistique et littéraire, et qui fait que lorsque mon père écrivait, il me donnait, il partageait avec moi ces textes que je lisais. Parce que vous êtes un littéraire de formation déjà. Voilà, donc il Avant- avait besoin d'un Avant- retour. Voilà, littéraire de formation, Voilà. il avait besoin de votre regard. Le regard Critique. d'un critique littéraire, Voilà. en fait, tout simplement. Et puis vous avez fait un doctorat en littérature. Mhm.
Donc c'est d'abord votre formation, en Ouais. plus, et puis après vous êtes allé vers l'écriture. Donc, si on continue après le lycée, votre petite enfance, vous avez fait la scolarité, vous avez continué au sein de la mission française, Oui. qu'on appelait à l'époque la mission française. Mission française. Maintenant, on l'appelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ou l'OSUI, pour la privée. Après, donc, vous êtes allé, racontez-moi vos années de collège et de lycée. Oui. Ben, moi, finalement, voilà, vous mentionniez cette histoire de la mission française, etc., etc. J'ai eu la chance, très honnêtement, d'avoir justement un père qui, bien qu'étant parfaitement francophone, lui-même avait été au lycée Mangin de Marrakech, mais alors je ne sais par quel miracle, il avait un très bon arabe. Et d'ailleurs, ses romans sont écrits en arabe et non pas en français. Cette génération était très, très bonne en français, en arabe. Exceptionnel, franchement. Et il a tenu à ce qu'on ait des cours particuliers en langue arabe à la maison. Donc on a eu ça tout le temps. et là, on ne peut que le remercier parce que ça a été vraiment formidable aujourd'hui. D'abord, on sait très bien qu'à l'université, que l'enseignement supérieur, c'est en arabe. Le ministère communique exclusivement en arabe. Donc quand on reçoit des notes, etc., j'imagine si je n'avais pas la langue arabe, mais j'aurais eu l'air de quoi? En tout cas, au moins 3 ministères. Le ministère des Habous, Oui. le ministère de la Justice et le Éducation. ministère de l'Éducation. C'est ça. Les autres, ils utilisent beaucoup le français. C'est-à-dire que si vous allez aux finances, Alors moi, je suis... à l'industrie, c'est beaucoup plus le français. Mais Alors, je bien suis sûr. dans l'éducation nationale, franchement, Ah, c'est et clair. l'enseignement supérieur aussi. Ouais. Ce qui fait que, fort heureusement, bon, alors j'allais dire, je fais partie de ces missionnaires, entre guillemets, qui ont aussi la langue arabe. Alors, pas au point d'écrire Bien mes sûr. romans en langue arabe. Bien sûr. Parce que là, Et vous pouvez vous exprimer en arabe. je peux m'exprimer, je peux lire aussi. Ouais. Voilà, ça c'est très important. Et donc voilà, il y avait ces deux choses. Et puis j'ai eu aussi la chance de grandir dans une maison où on a toujours eu une immense bibliothèque avec des livres, aussi bien en français qu'en arabe, et puis aussi des livres de médecine. On avait une encyclopédie médecine de A à Z, par exemple. On avait alors des livres d'histoire, on avait des livres politiques, évidemment. Vous savez, quand vous venez d'un milieu d'instruit, Non. ça facilite les choses. C'est-à-dire, Énormément. Bourdieu, il ne s'est pas trompé. Hein. Capital culturel, ça veut dire quelque chose. Absolument. Quand vous avez un père, une mère qui ont fait des études, qui sont instruits, etc., ça vous aide. Oui. Quand vous avez des livres à profusion, c'est normal. Quand vous avez quelqu'un avec qui parler à la maison, c'est important. Absolument, absolument. Et alors, avoir une bibliothèque comme ça, d'abord, moi j'ai toujours vu mes parents, ma mère lit exclusivement en arabe, mais elle lit. C'est-à-dire que ma mère a lu tous les Najib Mahfouz, tous les Youssef Soubahi, tous les... Voilà. Et mon père lisait, bien sûr, dans les deux langues et toutes sortes de lectures, en fait. Et alors, il y a un élément supplémentaire, sans entrer dans les détails, c'est que très jeune, j'ai eu accès à une littérature qui était interdite à l'époque. Quand je dis interdite, c'est-à-dire que elle était tout simplement, elle n'était pas publiée au Maroc. C'était les années de plomb, etc. Voilà. Et donc il y avait une censure sur la presse, etc., sur les livres. Sur les livres. Alors je parle bien sûr censure sur la presse, mais censure sur les livres. Et donc moi j'ai lu Mohamed Khayerdine, par exemple, un livre comme Moi l'Aigre ou même Agadir, alors que j'avais 15 ans. C'est ça. On sait bien que par la suite, Mohamed Khayerdine a été réhabilité, que maintenant il y a l'œuvre complète qui a été éditée bien plus tard. Heureusement que le Maroc a avancé, c'est-à-dire qu'en 50 ans,
il est clair qu'en 50 ans, en termes de liberté d'expression, on a fait un bond en avant. C'est sûr. Pas de façon linéaire en termes démocratiques, pas de façon linéaire, mais on ne peut pas dénigrer et dire qu'il n'y a pas eu une avancée. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, ça n'est pas la panacée. Mais en 50 ans, le Maroc a changé. Oui. Aujourd'hui, le Maroc a changé. Aujourd'hui, on peut s'exprimer. Et des livres qui étaient interdits il y a 50 ans, aujourd'hui, sont disponibles. Oui, ils sont publiés, Ils sont publiés au Maroc. par des éditeurs marocains. Ouais, ouais. C'est Tariq formidable. Édition Ouais. a publié l'intégralité de l'œuvre de Mohamed Khayreddine. C'est formidable. Ça, c'est quand même... c'est pas négligeable. Hein. Alors, avant qu'on parle de l'étranger, etc., je veux que vous me parliez encore de vos études au Maroc. Oui, après le bac. Avant le bac, déjà, Oui. Descartes, parce que Descartes, c'est quelque chose qui est très fort. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, dans ma trajectoire personnelle, mes années à Descartes, c'est des années extraordinaires, Oui. que mes enfants n'ont pas vécues. C'est-à-dire, Absolument. 20 ans après, mes enfants étaient à Descartes, ou 30 ans après, ils étaient à Descartes. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Non. Ce que nous, on a vécu, c'était exceptionnel. Ouais. C'était exceptionnel. Donc, j'aimerais- nous avions des enseignants Bien exceptionnels sûr, bien sûr. qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui. Enfin, bon, Et à même quelques exceptions près. Même les familles qui étaient à Descartes, d'abord, il n'y avait pas de... Les gens n'étaient pas focalisés sur les écarts sociaux, ou alors sur les revenus des parents, Du tout. sur l'origine des parents, ou sur les professions des parents. Ouais. C'était extraordinaire. On ne se souciait pas de qui était qui. Ce n'est pas le cas, c'est plus le cas aujourd'hui. Moi, j'ai passé des années magnifiques à Descartes. C'est pour ça que je vous interroge sur vos années à Descartes. Alors, il y a un élément par rapport à cette question d'écarts sociaux, etc. C'est que ce que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui, c'est que l'enseignement dans les écoles françaises était gratuit. Bien sûr. En plus. Aujourd'hui, c'est excessivement cher. Ouais, Mais c'était gratuit. c'est gratuit. On payait l'assurance. C'était 100 dirhams, 120 dirhams par an. Absolument. C'est tout. Absolument. C'est tout ce qu'on payait. En tout cas, moi, jusqu'en terminale, jusqu'à l'obtention du baccalauréat, mes parents n'ont rien payé pour moi. Ouais, Si ce n'est 120 dirhams. 120 dirhams d'assurance au début de l'année. Mon père m'a envoyé payer 120 dirhams chaque année. Je Voilà. me rappelle très bien. C'était ça. Et donc, ça fait que, effectivement, on a étudié avec des gens qui étaient de conditions très, très modestes. Et d'autres qui étaient très très riches, Ah, très mais riches on ne aussi. voyait pas la différence. Pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. Il y avait Et une mixité sociale et qui ça- n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. Il y avait une malheureusement. forte mixité sociale. Malheureusement. Oui, absolument. Et alors, sans oublier que j'imagine que ça a dû être le cas pour vous aussi. Il y avait une communauté de juifs marocains. Bien sûr, Nous, on avait plusieurs camarades bien sûr. juifs marocains qui, au fil des ans, finalement sont partis. Ils sont partis. Mais on le savait, parce que quand ils étaient avec nous au lycée, ils nous disaient qu'ils n'allaient pas revenir. Voilà. Ils disaient après le bac, on Ouais. va vivre en Israël ou en France ou au Canada C'est ça. et on ne va pas revenir. Et c'était de très bons camarades, Bien sûr. comme les Il n'y autres avait aucune camarades. différence. Absolument aucune Moi, différence. j'avais une amie qui est décédée, Sandra Berdugo, qui est morte, et je prie régulièrement encore pour elle, parce que j'ai passé 3 années avec elle, magnifique en classe. Bien sûr, on avait des amis, j'ai des amis, encore des amis juifs qui sont à l'étranger, qui étaient avec moi à Descartes, que j'aime beaucoup. Il y avait une mixité sociale, Absolument. on ne faisait pas la différence entre juifs, catholiques ou musulmans. C'était des années formidables, des années apaisées. Ouais, ouais. Alors que le Maroc n'était pas apaisé dans cette Oui, période-là. je sais, c'est les années 70. Hein. Pas du tout. Et pour moi, les années 80, c'était pas du tout apaisé. Ouais. Par contre, Mm. on était protégés, on était dans un univers protégé, un univers de savoir, un univers d'excellence. Aussi. Descartes était un lycée d'excellence. Aujourd'hui, c'est un lycée d'excellence grâce aux cours particuliers que payent les parents. C'est plus un lycée d'excellence sans les cours particuliers que payent les parents. Pas du tout. Avant, nous, on prenait aucun cours particulier. Moi, j'ai dû prendre, quelques cours particuliers en maths En dans ma vie et en arabe. En arabe, voilà. Moi, j'ai mentionné les cours en C'est tout. arabe. Et très peu. Aujourd'hui, les parents dépensent des Ah, fortunes oui, je sais. en cours particuliers et en plus, ils payent très cher l'enseignement. Ça veut dire que même l'enseignement français, on parle de la faillite de l'enseignement marocain et la faillite aussi de l'enseignement français. Ah, C'est vrai, complètement. Descartes, c'est pas Henri IV. Hein.
Henri IV, les élèves ne prennent pas de cours particuliers, ou très peu. Descartes, ils sont bourrés de cours particuliers. Après, on dit, ah, Descartes fait mais tant de ça- mentions très bien, mais c'est grâce aux cours particuliers, pas grâce au lycée Descartes actuel. Par contre, nous, dans les années 70, années 80, le niveau des élèves, c'est très différent. D'ailleurs, quand je regarde maintenant, souvent je parle avec des gens qui ont fait HEC ou les SEC, etc. Je suis effaré par leur niveau, il est très bas. Ouais. Très très bas. Ça n'a rien à voir intellectuellement. Les gens n'ont aucune culture générale. Ouais. Sortis de leur bachotage qu'ils ont appris en prépa, vous les sortez de ça, ils n'existent plus intellectuellement. Alors qu'avant, non. Avant, on avait un très très haut niveau intellectuel. Absolument. Et ce n'est pas le cas maintenant. Je voudrais revenir sur, avant de parler des études supérieures, je voudrais revenir sur votre père. Oui. Donc votre père, il est là, il vous accompagne, etc. Vous sentez quand vous écrivez sa présence. Et votre père, que j'ai eu la chance de connaître, c'était Elliot Ness, c'était un grand flic, un grand policier, d'une intégrité exceptionnelle. Il était chargé de la sécurité royale, il était intègre, il était brillant, il était poète, il était écrivain, il était musicien. Quand vous avez une personnalité comme ça à la maison, forte, un homme formidable, est-ce que c'est pas difficile pour les enfants d'avoir un père comme ça? Alors, très certainement, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que cette personnalité que vous décrivez, il l'avait un petit peu moins avec nous, à la maison. C'est-à-dire que là, c'était un peu son métier qui faisait qu'il devait absolument Être austère. et imposer le respect, Ouais. ça fait partie de la profession. Mais avec nous, il était vraiment dans le partage. On discutait énormément. Donc on a énormément appris en fait de ces discussions. À table, pendant les déjeuners, les dîners. Énormément. Et puis devant le poste de télé aussi. Ouais. Hein. Donc on regarde et il nous explique. Ouais. Formidable. C'est-à-dire vraiment, on avait droit à un commentaire, à une explication de texte finalement. Et c'était très intéressant parce alors sur le coup, on n'a pas conscience de tout cela, hein, mais ce n'est qu'après coup qu'on comprend finalement déjà la démarche de mon père. Et puis, alors je reviens à cette histoire de peut-être avoir été ou intimidé, disons, par... peut-être j'aurais pu être intimidé, par exemple, par le fait que mon père écrivait. Et alors, je me suis posé la question bien après. Je me suis posé la question suivante, pourquoi, finalement, je n'ai pas écrit plus tôt? Parce que je n'ai publié mon premier livre, Un Marocain à New York, qu'à l'âge de 37 ans. C'est pas vieux, 37 ans. Alors, c'est pas vieux, mais beaucoup d'écrivains arrivent à l'écriture dans la vingtaine. Hein. Pas tous. Pas tous, mais il y en a. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a aussi d'autres exemples. Edmond Amran El-Maleh, que je considère comme étant très probablement l'un des plus grands écrivains marocains, a publié son premier livre à l'âge de 60 ans. Donc voilà, il y a aussi d'autres extrêmes. Moi, la vision que j'ai elle n'est pas liée à l'âge, pour moi. Pour moi, elle est liée au second livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer le premier livre. Ils écrivent un livre, parfois à 20 ans, parfois... Oui, ça y est. Après, c'est fini. Ouais. Donc, en fait, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Pourquoi 37 ans, pour moi, ça me parle plus, Oui. ou 39, que quelqu'un qui écrit à 20 ans. C'est parce que je pense que, pour un homme, approcher la quarantaine, on a des choses à dire. Pourquoi? Parce qu'on a vécu, on a appris, du vécu. on a eu des réussites, des échecs. Absolument. Quand on a 20 ans, on n'a aucun recul. Donc parfois, on fait un livre où on partage ses connaissances. Mais on ne partage pas son expérience, parce que de toute façon, on n'en a pas. Encore. On n'en a pas. Absolument. Alors quand vous avez écrit à 37 ans, c'est ça, 37 ans? 37 ans. 37 ans, pour moi, c'est le bon âge. Et puis, vous avez écrit 9 ou 10 livres.
Aujourd'hui, Oui. 13. 13 livres. 13 livres. Et 13 livres, c'est une œuvre littéraire. Là, on n'est plus dans la chance du débutant. Hein. C'est Oui. pas ça. On n'est plus là-dedans. Hein. Chance du débutant, je fais un livre, paf. Il est apprécié par la critique, je me trouve génial. Ça, c'est la chance du débutant. Ouais. Quand on fait 13 ouvrages, oui, moi je m'étais arrêté à 10. Quand on fait 13 ouvrages, là, on est dans une œuvre littéraire. Et donc, ça veut dire qu'on est arrivé à écrire, et puis on est arrivé à écrire en des genres différents. Oui. Pour moi, ça, c'est une très grande force. Quelqu'un, par exemple, qui est arrivé à écrire des genres différents, des genres littéraires différents. Alors, parlez-moi de vos études supérieures. Alors, je vais donc avoir mon bac. Alors, littéraire. Hein. Littéraire, oui, vous êtes un pur littéraire. Ouais. Bac lettres, par choix. Oui, je sais. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein, il y avait des camarades en lettres Qui était là-bas par défaut. vraiment par défaut, parce qu'ils auraient préféré faire autre chose, mais ils n'en avaient pas les moyens. À l'époque, le curseur, c'était les mathématiques. Hein. Ouais. Donc, Mais moi, j'avais demandé Ouais. à faire lettres. Sachant que mon père lui-même avait été littéraire, avait fait... On appelait ça un bac philo à l'époque. Et donc, et là, tout de suite, en réaction finalement à toutes ces années passées à l'école française, je ne me voyais absolument pas faire des études en littérature française. Oui, vous cherchiez un enrichissement supplémentaire. Exactement. Apprendre une culture. Vous avez déjà une double culture marocaine et française, puisque vous avez fait vos classes dans le lycée français. C'est ça. Et vous êtes allé à la recherche d'une autre culture. C'est intelligent. Donc il me fallait vraiment... Alors évidemment, j'avais un intérêt pour la littérature, pour les lettres, etc. Je voulais bien sûr approfondir mes connaissances, mais je ne me voyais pas dans une fac où on allait m'apprendre des classiques français, etc., etc. Et donc je suis allé vers les lettres anglo-saxonnes, anglaises, quoi, donc dans un département d'anglais, à la faculté des lettres de Rabat, Université Mohammed V. Et à l'époque, j'ai intégré l'université en 1979. Donc à l'époque, il y avait encore énormément d'anglais et d'américains. Les profs étrangers. À peu près 70% de mes enseignants étaient des américains et des anglais, et d'un ça- très bon niveau. Hein. Ça aide quand on veut faire de l'anglais et de la littérature anglaise. Très très bon. Ça aide d'avoir des anglais et des américains. Voilà. Et d'ailleurs, je fais partie de la génération qui a remplacé Ces profs-là. Voilà, parce qu'il a fallu les remplacer, et donc on nous a formés pour venir remplacer ces enseignants. Et donc voilà, c'est un autre univers. J'ai découvert évidemment aussi bien Shakespeare dans le texte, parce que lire Shakespeare en anglais, c'est pas Shakespeare en traduction, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais aussi William Faulkner, etc. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ont une perception de la langue anglaise qui est complètement fausse. Mais ils ignorent, tout simplement. Alors, je parle des gens qui parlent anglais un peu, ou beaucoup même, sans forcément, bien sûr, lire. Donc, parce qu'on apprend l'anglais en regardant des séries, parce qu'on apprend l'anglais... Les puristes. Il y a toujours les puristes qui lisent The Economist. Voilà. Parce qu'ils ont envie. Voilà. Moi, j'en fais partie. Hein. voilà, quand on... Mais bon, c'est un peu mon métier aussi. C'est pour ça que je lis The Economist. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'anglais est une langue très facile, d'abord. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le français, ni l'arabe, ni etc. C'est une petite langue comme ça. Il y a très peu de vocabulaire, très peu de ceci. On se débrouille facilement, Ouais. etc. Mais en fait, quand on approfondit la chose, on se rend compte que c'est une langue très subtile, l'anglais. Bien sûr. Très, très subtile.
qui se plie aussi bien au poétique, qu'au dramatique, enfin à tout, absolument Bah, tout. tout dépend le niveau d'exigence, en fait. Exactement, parce que quand on lit du Shakespeare, Voilà, bon, c'est autre tout chose. dépend. Quand les romantiques anglais, quand on parle de, je sais pas moi, de Wordsworth, Shelley, Coleridge, etc., la poésie romantique anglaise est absolument exceptionnelle. Et puis l'anglais, on vibre quoi quand on lit ce genre de choses. C'est absolument, c'est subtil, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai découvert tout cet univers. Et puis ensuite, je vais obtenir ma licence et puis me dire, je vais quand même un peu approfondir la chose. Donc, je suis resté dans le domaine littéraire. Je fais une première thèse en littérature, mais avec une approche stylistique, donc plus formelle, formaliste, D'accord. donc un peu structuraliste, formaliste, etc., etc., en investissant un petit peu un domaine particulier, celui de la littérature érotique. D'accord. Mais mon approche était formelle, donc j'ai essayé de... C'était assez, entre guillemets, assez scientifique, dans le sens où je déconstruisais un petit peu les phrases, j'essayais de montrer comment, au niveau aussi bien de la construction, de la structure, les auteurs introduisaient une dimension érotique. Donc j'ai essayé de déceler la dimension érotique. D'ailleurs, ma thèse s'intitulait la dimension érotique du style. C'était un peu ça l'idée. Et ensuite, je vais complètement aller vers autre chose, c'est les médias, la communication et les médias. J'ai toujours eu un intérêt pour la chose. Vous êtes un homme de médias aussi, pas qu'un écrivain. Les gens connaissent beaucoup l'écrivain parce qu'ils ont lu vos livres, Oui. etc. Mais ils ne savent pas que vous avez une appétence également pour... J'ai un PhD Voilà. en médias, Ouais. communication et médias. Ouais. Donc je vais aller vers ça. J'obtiens donc la Fulbright. Ouais, c'est un point commun que j'ai avec vous. Oui. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai obtenu la Fulbright. J'étais prêt à Columbia. Puis j'ai décidé de ne pas y aller. Alors moi NYU. Voilà. J'ai décidé de ne pas y aller parce que je voulais diriger ma première entreprise à 25 ans. Et j'ai fait le MBA que 10 ans après. Et quelque part, je suis content de ne pas être allé à New York, de ne pas avoir profité de cette bourse Fulbright, parce que je ne serais pas revenu. Moi, je ne serais pas revenu. Et vous êtes parti à New York, Oui. et vous en êtes revenu. Oui, alors je suis parti à New York pour faire donc ce PhD. Et alors ça a été, c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Bien sûr. Ça a été vraiment formateur, bien sûr, mais je dirais, c'est simple, pour le dire plus simplement. Je suis devenu écrivain après mon expérience new-yorkaise. Ça a été en quelque sorte le déclic. Il fallait passer par cette expérience américaine, new-yorkaise. Je suis devenu écrivain et même aussi mon expérience artistique. C'est-à-dire les expositions que j'ai pu faire, tout le travail conceptuel que j'ai fait. Vous avez pleinement profité de cette expérience américaine. Tout ça, franchement, parce que j'ai beaucoup appris à New York. Et en fait, j'étais parti pour faire uniquement donc, le PhD. Et mon encadrant, mon encadrant américain, que je ne remercierai jamais assez, qui était un spécialiste de la culture commerciale américaine, qui avait publié énormément, William Taylor, énormément de livres sur la question. Il m'avait dit, mais il faut absolument que tu profites de ton séjour ici à New York pour faire des écoles professionnelles dont j'ignorais jusqu'à l'existence, moi. Et donc, il va m'orienter vers 2 écoles, donc en parallèle à mon travail de recherche. Mais ça a un lien évidemment avec mon sujet de recherche, parce que moi j'ai travaillé sur la représentation du corps féminin dans la presse, dans les magazines, etc. Avec une approche sémiotique, avec un certain nombre de choses. Et surtout, ce que j'ai essayé de démontrer et de démonter en même temps, c'est une espèce de schizophrénie des médias qui font que ces magazines, lorsqu'on lit toute la partie éditoriale, on est dans un espèce de pseudo-féminisme, donc c'est vraiment féministe, etc., etc.
sur la page D'à côté. d'à côté, on a une publicité, donc un contenu commercial, mais qui contredit complètement tout le contenu. Ça, c'est pas du féminisme, c'est une posture. Voilà. Le féminisme, c'est au quotidien. C'est pas une posture. Ça, Donc c'était- c'est ce que j'ai essayé Ouais. de montrer avec, avec un corpus à peu près 200 exemplaires de revues, donc c'est vraiment très exhaustif. Et donc lui, il me dit, il faut aller à 2 écoles. Une, c'est Parsons School of Design, grande école de design, communication, publicité, etc. Et la deuxième, c'est FIT. Alors, ça ressemble à MIT, mais c'est la Fashion Institute of Technology. Magnifique. FIT, c'est l'école qui a donné Calvin Klein, par exemple. Super. Calvin Klein est un lauréat de FIT. Super. Parsons School, c'est l'école qui a donné Donna Karan, Super. DKNY. Ouais, Voilà. super. Et alors, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que ils n'ont pas le cloisonnement qu'on a, par exemple. C'est-à-dire que dans cette école, il y a 3 départements. Un département design, un département fashion et un département communication. Ça existe aussi au Royaume-Uni. C'est Voilà. le système anglo-saxon. Anglo-saxon, exactement. Quand vous faites du design, vous savez tout faire. On ne vous apprend pas seulement à Et dessiner une jupe. Et vous voilà. savez faire un canapé, vous savez faire une voiture, vous savez tout faire. Et vous savez communiquer. Bien sûr. Donc vous prenez aussi des cours dans le département de communication. Bien sûr. Donc moi, normalement, j'étais plus destiné à prendre des cours de publicité, ce que j'ai fait, de conception-rédaction, publicitaire. Mais j'ai aussi pris des cours de mise en page publicitaire. Et c'est à partir de cette formation, justement, que j'en suis arrivé, de retour au Maroc, à écrire d'une part, mais aussi à... Vous auriez pu rester aux États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé votre retour là? Alors j'ai eu des propositions, notamment en agence publicitaire, parce que, d'abord, avoir la maîtrise de quelques langues, c'est extrêmement important, notamment pour des agences publicitaires qui ont des budgets de multinationales. Et voilà. Et en plus, j'avais la formation de copywriter, c'est-à-dire un concepteur-rédacteur. Et concepteur-rédacteur, évidemment, c'est les profils les plus... Et malgré tout ça, recherche. vous avez décidé de rentrer. J'ai eu des propositions à New York, d'agences à New York, à San Francisco aussi. Et, Ça allait être une autre vie, vous auriez vécu. une autre vie. complètement. Et d'autres moyens aussi, financiers. Et parce comment que- est-ce qu'on choisit Bon, moi j'ai fait le même cheminement que vous. C'est-à-dire, moi j'étais en France, je suis rentré. Qu'est-ce qui motive de rentrer d'un pays développé, surtout aux États-Unis, New York, Ouais. la capitale du monde, et rentrer vers un pays en voie de développement? Qu'est-ce qui motive? Alors, franchement, je vais le livrer tel que je le ressentais personnellement. Je comprenais pas pourquoi, justement, un Marocain formé aussi bien à l'école française que par la suite aussi dans le système américain, etc., tout ce que j'avais pu acquérir, tout ce que j'avais pu comprendre, assimiler, etc., que j'allais le mettre au profit justement de cette première puissance mondiale. Je trouvais ça aberrant. Je me disais, mais ce pays n'a pas besoin de moi, alors que Le Maroc, oui. mon pays a besoin de moi. C'est clair. Moi, franchement, je trouvais ça tout à fait normal. Non, hein, c'est-à-dire d'ailleurs, que c'est le contraire d'une démarche égoïste. C'est-à-dire vous rentrez, vous sacrifiez vos revenus parce que complètement. vous avez votre Oui. niveau de vie, vos revenus, votre liberté, les facilités qu'il y a dans un pays développé, et vous allez vers le sous-développement. Vous allez construire un pays en voie de développement. Et donc il y a ce côté fibre nationaliste aussi, Oui. que vous avez aussi hérité de votre père. Mais complètement. Voilà, Complètement. peut-être si vous avez été le fils d'un autre, peut-être que vous seriez resté. Oui, oui. Non, Donc, non, les on a gens- grandi dans Vous cette, avez grandi dans un esprit. esprit nationaliste, royaliste, etc. Complètement. Bien sûr, après vous dites, bon, moi je vais aller développer le Maroc, j'ai eu la même démarche que vous. Voilà. Mais d'autres Oui. n'ont pas choisi ça. Et bon, quand on fait le bilan, souvent, hélas, c'est eux qui ont eu raison. Hein. Hélas. C'est-à-dire quand on regarde les carrières de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique et les carrières au Maroc, c'est autre chose. Donc il y a ce côté nationaliste, cette fibre nationaliste qui a fait que vous avez apporté beaucoup de choses. Et alors, en rentrant au Maroc, j'ai été sollicité
par des publicitaires, des agences de pub, etc. J'ai fait ça un peu en freelance au début. Alors aujourd'hui, ça a probablement changé, hein, parce qu'il y a, je parle d'il y a quand même quelques décennies déjà. On m'a pris toutes mes idées, tous mes concepts, y compris des storyboards que j'avais fait pour des pubs télé, etc. Et que je voyais par la suite à la télé, carrément. Du plagiat. On me les a pris, C'est du vol. tout simplement. Alors je crois qu'aujourd'hui, il serait plus difficile quand même de faire ça aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, avec les moyens technologiques dont on dispose. Mais à l'époque, voilà. Et donc, de toute façon, je n'avais pas du tout l'intention de... j'ai pas le... Alors j'ai le profil d'un point de vue professionnel. Je pense que j'aurais pu être un très bon publicitaire, enfin, l'aspect créatif, etc. Mais j'ai pas, humainement, j'ai pas le profil. Je suis pas dans cette logique, dans cette démarche. J'appartiens pas à ce milieu, on va le dire de cette façon-là. Hein. J'appartiens pas à ce type de... L'éthique dans la vie, ça vous empêche de faire beaucoup de choses. Quand vous avez une grande éthique comme vous, forcément, il y a des milieux où c'est plus difficile. Et donc, quand vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre éthique, non, voilà. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Et voilà. Donc, même dans les affaires. Hein. Dans les affaires, si vous ne sacrifiez pas votre éthique, vous allez avancer lentement pendant que d'autres vont avancer très vite. Mais entre vous et vous-même, un choix personnel. C'est ça. Alors, un entretien ne suffirait pas avec vous, parce que vous avez une vie très riche, etc. Mais je ne voudrais pas qu'on finisse cette émission sans que vous nous parliez du monde de l'édition et de votre œuvre littéraire. Parce que là, on a parlé de votre vie. Les gens connaissent vos livres et ils ne vous connaissent pas forcément vous. C'est pour ça que je voulais faire l'émission autour de vous, de votre personne, plus que de vos ouvrages. Ouais. Mais là, il faut qu'on prenne un peu de temps avant de clôturer l'émission. J'aimerais que vous me parliez de vos ouvrages et du monde de l'édition. Oui. Alors, je vais juste terminer un peu par rapport à ce que je disais avant, c'est que j'ai finalement préféré... l'enseignement. Exactement, l'université. Bien sûr. Et puis j'exerce toujours en tant que professeur universitaire. Et vous êtes très heureux en tant que professeur? Absolument. J'ai formé des je milliers ne sais de plus gens. Combien de générations de milliers de gens, dont certains sont profs universitaires dans des universités américaines. Hein. C'est formidable. Donc c'est vraiment et ailleurs et l'actuel consul général de New York est un de mes anciens élèves à l'université Ibn Tufayl de Khnitra. Formidable. Et un élève que j'ai encadré d'ailleurs dans son travail de recherche. Alors, le monde de l'édition. Parce que vous avez écrit 13 livres et vous avez cherché des éditeurs pour publier vos livres. Le monde de l'édition au Maroc, c'est pas un grand marché, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le monde de l'édition. Ouais. Alors, je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition d'ailleurs. Au Maroc, je ne le connaissais absolument pas. Et moi, j'avais de retour de New York, j'ai eu cette... voilà. J'avais pas pris de notes d'ailleurs, parce que je n'étais pas écrivain. Aujourd'hui, j'aurais pris des notes, mais à l'époque, je n'avais pas ce réflexe. Mais c'est revenu complètement. En fait, je me suis mis à entendre une petite voix qui me parlait à l'oreille. Et c'était la voix du narrateur, tout simplement, ce Marocain à New York. Et certains passages, il y a certains passages que j'ai écrits sous la dictée de cette voix. C'est absolument incroyable. Ça ne m'est plus jamais arrivé depuis. Hein. Après, c'est du boulot. Bon, moi, vous ne me faites pas peur. Mais vous dites ça à un psychiatre, vous lui faites peur. Si cette voix avait continué... Ah, elle n'a pas continué. Voilà. Moi, ça ne me fait pas peur. Hein. Donc, j'entendais cette voix. Je ne savais pas du tout, franchement, lorsque j'écrivais, ce que j'allais en faire. Je n'écrivais pas pour en faire un livre et faire une carrière. Absolument pas. C'est au feeling. Oui, C'était pas une stratégie, c'était pas... Absolument pas, franchement. Et je pensais même pas publier, d'ailleurs, ces écrits, parce que je ne savais pas combien j'allais écrire parce que c'était une structure un peu épisodique. C'était... en fait, c'est 29 épisodes. Et à chaque fois, c'est une aventure, mésaventures de ce Marocain à New York. Super. Donc, il y a une fin à chaque chapitre.
Mais ce qui en fait un tout, c'est que c'est le même personnage qui raconte, qui est le personnage principal, l'unique Marocain du livre d'ailleurs, et évidemment qui en est aussi le narrateur. Donc je fais ça, et ce qui va se passer, c'est que je reçois la visite d'une amie qui était d'ailleurs avec moi au lycée, qui venait de publier un premier livre, D'accord. un premier roman. On discute, et moi j'avais lu son roman, et à un certain moment, elle se tourne vers moi, elle me dit « Mais toi, tu n'as jamais pensé à écrire ?» Je lui dis « Il se trouve que j'ai écrit quelque chose. » J'ai écrit, j'ai mis le manuscrit dans un tiroir, je l'ai complètement oublié. Je ne connaissais ni d'éditeur, ni rien du tout. Et elle me dit « Ah bon ?» Je lui dis « J'ai écrit quelque chose par rapport à mon expérience à New York et tout. » Elle m'a dit « Est-ce que je peux lire ?» Je lui dis « Pas de problème. » Elle habitait Casablanca, elle a pris le manuscrit, elle me rappelle le lendemain. Elle me dit « Écoute, j'ai lu. Mais il faut absolument que tu publies. » Je lui dis « Tu es sûr ?» Elle m'a dit « Oui. » Je lui dis « Mais moi, je ne connais personne. » Elle m'a dit « Moi, je le donne à mon éditeur. » C'est comme ça que ça a commencé. Elle l'a donné à son éditeur, qui m'a rappelé un mois après. Ce qui est rien. Un mois, c'est rien du tout dans le monde de l'édition. Il me rappelle et... C'était qui? C'était Edif. Edif. Ouais. D'accord. Qui est devenu la Croisée des Chemins. D'accord, très bien. C'était Edif, et donc, qui était le plus grand éditeur francophone au Maroc à l'époque. D'accord. Et donc tout de suite, j'avais un contrat au standard. Est-ce qu'on en vit de ces romans? Non. Non. Non, absolument pas. Alors que j'ai quand même un certain nombre d'ouvrages, dont certains sont à l'étranger, sont édités à l'étranger. Sont traduits. Alors, soit édités aussi, parce que j'ai certains livres qui sont édités en France, mais aussi traduits vers une dizaine de langues. Est-ce que vous êtes fidèle aujourd'hui à une maison d'édition? Aujourd'hui, oui, ça fait les 5 derniers livres que je fais donc avec l'édition Le Fennec. Ah, vous avez c'est une fidélité, ça. 5 livres avec le même éditeur. C'est les 5 derniers, y compris d'ailleurs des romans. Ça a commencé avec Même pas mort, le livre que j'ai consacré donc à mon père. Ensuite, C'est beau la guerre, ce livre que j'ai consacré à la question des réfugiés de guerre. Et un autre roman, Big le Grand, sur une figure un peu un autocrate, on va dire, du monde arabe. Et surtout, ça tourne autour de l'instrumentalisation finalement de la religion à des fins politiques, mais c'est une satire. Mais aussi un livre graphique pour lequel j'ai fait aussi bien les textes que les dessins. J'ai fait Un Dream, c'est un petit livre conceptuel. Et plus récemment, donc mon tout dernier, 2023, c'est une bande dessinée, Drôle de révolution au pluriel. Révolution avec un accent circonflexe sur le premier E, révolution, que j'ai fait avec un jeune dessinateur marocain exceptionnel, qui à mon avis va être lancé avec... C'est son premier livre, mais c'est loin d'être son dernier. Il est déjà en train de travailler sur un deuxième. Vraiment un talent exceptionnel, et dans lequel je reviens sur les révolutions du monde arabe, et encore une fois avec ces petites touches satiriques, etc. Donc, effectivement, je ne suis pas le genre à refaire le même livre. Bien sûr. Mes livres ne se ressemblent pas. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, peut-être, je ne sais pas, dans le style, Oui, certainement, il doit y avoir quelque chose qui fait que ça appartient à un même univers, mais à chaque fois, j'investis quelque chose de différent, aussi bien dans la thématique, mais souvent quand même des thèmes, je dirais, d'actualité. J'ai traité du terrorisme dans Oussama, mon amour. J'ai traité de l'histoire de la migration dans les clandestins. C'est beau la guerre, donc la question des réfugiés de guerre. J'ai parlé du printemps arabe, aussi bien dans la bande dessinée que dans Drôle de printemps, qui est un livre que j'avais publié en 2015. Donc toujours des sujets comme ça, mais je dirais ma motivation première, c'est justement d'offrir une alternative
à la couverture médiatique, c'est-à-dire tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, etc. Moi, j'essaie de proposer une version alternative dans laquelle j'essaie de, comment dirais-je, de restituer la dimension qui souvent manque dans la couverture médiatique, qui est la dimension humaine, tout simplement. Parce que le journaliste n'a pas le temps de s'étaler, voilà, alors que l'écrivain a le temps de la réflexion, de la recherche, de l'écriture, et qui fait que, voilà. Donc j'essaie de restituer un petit peu cette dimension humaine. Et j'ai besoin aussi, moi, de me surprendre. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque fois, je vais vers quelque chose. En fait, j'ai besoin de m'imposer un certain nombre de contraintes pour pouvoir... comme un challenge, en fait. Je me lance un défi à chaque fois et j'essaie de le relever. C'est ce qui fait que j'avance, en fait. Et j'aime bien aller vers des directions que je n'ai pas encore explorées, justement. Youssef Amin Lalami, je voulais vous remercier. On arrive Merci au terme à vous. de cette émission. Je n'ai pas vu le temps passer. On a fait une longue émission. Et il en faudrait d'autres parce que votre œuvre est riche, très ouvrage. Et j'ai voulu exprès passer plus de temps sur votre vie, sur votre jeunesse, plutôt que sur votre œuvre, parce que votre œuvre, elle est disponible. On peut aller acheter un livre et vous connaître. Et on peut connaître l'écrivain, mais c'est plus difficile de connaître l'homme. Et aujourd'hui, j'ai voulu présenter l'homme. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir honoré de votre présence. Je vous souhaite plein succès et bonne continuation dans votre œuvre littéraire. Merci. Puis au plaisir de vous recevoir de nouveau. Merci beaucoup. Merci.